Bonjour Elodie, bonjour à tous. Merci à toi Elodie de venir partager tes deux histoires d'enfantement physiologique dans Naissance souveraine. On va parler d'un AAD et d'un enfantement en siège en clinique Mm, physiologique. Donc tout ça à fait. c'est super cadeau déjà d'être inspiré de ces histoires-là. Est-ce que dans un premier temps, tu veux bien te présenter à nous et voilà, nous dire qui tu es et ce que tu proposes au monde? Tout à fait. Donc, je m'appelle Lydie, comme tu l'as indiqué, j'ai 34 ans. Je vis dans ma maison de famille dans laquelle j'ai grandi avec mon conjoint Nicolas qui a 43 ans et mes deux petits garçons, Aël, 5 ans et demi et Jahan qui a 3 ans. Je j'alterne, j'oscille entre différentes activités professionnelles, principalement axée sur la petite enfance pour le métier alimentaire. Et je me suis formée aussi au métier de doula, de naturopathe au féminin et en hypnonatal. Voilà. Et donc actuellement avec mon conjoint, là on est en stand-by parce qu'on est revenu de Thaïlande, où on est resté 2 mois. Et depuis qu'on est revenu, on bosse plutôt à la concrétisation d'un grand projet de vie. Voilà. Donc là, on est en stand-by. On réfléchit, on co-crée. Vous êtes en Et voilà, on grossesse de prend soin de nous. projet, quoi. Voilà, c'est ça. Excellent. Exactement. Et donc, j'embraye sur ta première grossesse. Tu m'avais Mm. partagé que l'enfantement à domicile, à ce moment-là, pour toi, c'était pas prévu. Est-ce que tu peux nous C'est ça. raconter comment tu y as été menée finalement? Ok. Donc effectivement, moi à la base, je m'étais renseignée sur les cliniques. Je voulais la clinique la plus physio. Voilà, je savais qui appeler. Manque de peau. Les listes d'attente sont très longues dans cette clinique-là, justement. Donc j'ai été enregistrée dans une autre. Et c'est après que mon conjoint Nicolas me parle, enfin me dit mais pourquoi en fait on t'accouche pas à la maison? Tout le monde dit comment ça accoucher à la maison? Enfin, j'avais jamais entendu parler de ça, moi, étrange. Et en fait c'est pour lui c'était tellement naturel parce qu'on est déjà tous les deux baignés dans l'univers de l'écologie, du bien-être, du maternage, des pédagogies alternatives, enfin tout ce qui est un peu différent en fait, hein. Et pour lui c'était une continuité évidente. Mais moi, ça m'a même pas traversé l'esprit à aucun moment, parce que j'en ai jamais entendu parler, donc je ne savais pas que ça faisait partie du champ des possibles. Euh, et j'ai même été d'ailleurs étonnée que ça vienne pas de moi, cette idée. Déjà, je savais pas que ça existait, et encore plus étonnée que lui, il pense. Où il a été chercher ça, j'en sais rien, mais pour lui, c'était évident, déjà dans ses tripes, en fait. Voilà, c'est parti de là. Alors, j'entends que, et tu m'avais partagé aussi que pour ton conjoint, il y a aucune peur à ça, C'est ça, à l'enfantement à effectivement. domicile. Est-ce que tu sais ce qu'il a, enfin, ce qui a pu euh, donner cette absence de peur dans lui, Mm. son existence? Euh, Nicolas, déjà de base, il a aucune peur dès lors que, peu importe le sujet, hein, dès lors que ça respecte la nature et la biologie, la physiologie. Voilà. C'est quelque chose de naturel et d'évident pour lui, et sur tous les plans. Donc c'était logique. En fait, dès qu'on vient sortir de quelque chose de naturel, c'est là qu'il y a quelque chose qui est pas normal, qui est inquiétant. Et donc à aucun moment il s'est posé la question, quoi. C'est moi qui me la suis posée plusieurs fois. J'ai freiné l'élan de l'accouchement à domicile plusieurs fois, mais lui, ça n'avait pas lieu d'être de faire différemment, en fait. C'était, voilà. Et puis, on a regardé beaucoup de reportages. Euh, on rencontrait aussi, par hasard, je mets les gros guillemets, enfin, de plus en plus de couples, au travers de festivals, d'événements, qui avaient enfanté à la maison. Alors que moi, je n'avais jamais entendu parler de ça auparavant. Et là, Nicolas a posé les mots, je me trouve enceinte. Et la vie fait que j'attire ces gens-là, enfin, on attire ces gens-là à nous. Donc forcément, ça fait que conforter le processus, quoi. C'est devenu, moi, en fait, c'est au fil du temps que c'est devenu une évidence.
Nico, lui, c'était déjà dans ses tripes. C'était biologique pour lui. Enfin, voilà. Et Et donc, oui, vas-y. oui, vas-y, je te laisse continuer. Nicolas, de fait, ayant cette posture-là, il a été euh, hyper acteur et présent pendant la grossesse. Il regardait avec moi Je m'étais inscrite aux petites formations de Quantique Mama, donc de Karine, euh, sur les formations pour les parents, destinées aux parents. Et donc, on les a suivis ensemble. Il avait envie aussi. Je l'ai pas forcé. Donc, on regardait, il a appris tout avec moi, en fait. Hein, et donc, avec Karine, c'est compliqué de faire plus concret, déjà, que on est vraiment sur un bon niveau. Euh, et par exemple, tous les soirs, il me massait avec de l'huile de coco, tous les soirs sans exception. Tout le ventre, le dos, les fesses, les cuisses. C'était, voilà, il fallait bien préparer ça, quoi. Il était très attentif aux besoins nutritionnels de la femme enceinte, de par les connaissances qu'on avait acquis, oui, tous les deux. Aussi, c'est lui qui fait à manger à la maison, donc vraiment tout ce qui était alimentation, il était très présent, très acteur, très intéressé et intéressant. Oui, c'était déjà ta doula quelque part, quoi. Ouais, C'est- c'est pas faux. Dès que j'avais une carence ou quelque chose, hop, on regardait, on s'intéressait et puis il faisait ce qu'il va faire, quoi, en cuisine. Et comment ça t'a touché, ce soutien-là? Euh, alors, à l'époque, vu que je n'avais pas eu d'autres grossesses, que je n'étais pas dans le monde encore professionnel dans ces univers-là, il y avait une part de moi qui trouvait ça normal. Enfin, c'était notre normalité, en fait. Euh, mais pour autant, j'étais quand même consciente d'avoir de la chance. C'était un entre-deux, en fait. C'était une normalité, mais en même temps, je sais que c'est loin d'être comme ça au sein des autres couples. Déjà de base, d'avoir un homme qui fait à manger matin, midi et soir tout le temps, jamais moi. Bon, déjà, je sais que c'est pas comme ça partout. Et là, en plus, voilà, quand on disait qu'il me massait tous les soirs, bon, bah, je vois bien que j'ai de la chance malgré tout quand même. Hein, c'est pas n'importe avec qui je partage ma vie. Et oui, j'étais consciente vraiment que qu'il prenait soin de moi et de nous trois, en fait. Oui. Est-ce que Très investi. ça t'a porté émotionnellement, psychologiquement Ah pendant bah cette oui, grossesse? Ouais. énormément. Énormément. J'étais clairement pas seule. On était deux à vivre ce projet-là, à le co-créer. Euh, et puis dans le contact avec les autres, à l'extérieur, avec la famille, les amis qui comprennent pas du tout notre choix, j'étais pas seule. J'étais pas seule parce il y a beaucoup de femmes qui portent ce projet-là d'AAD seules ou mi-figue, mi-raisin avec un compagnon qui suit pour faire plaisir, qui sait pas trop. Et là, pas du tout. Là, Nico, il passait devant moi et puis il tapait du poing sur la table et puis c'est comme ça et puis il justifiait, il l'expliquait parce que du coup, il avait les connaissances. Donc non, non, on était vraiment, on faisait bloc, hein, tous les deux. Est-ce que tu peux nous partager comment émotionnellement tu as progressé pendant ta grossesse vers ce projet d'AAD, pas prévu au départ? Euh, donc au début, quand il m'a parlé de ça, Nicolas, c'était donc effectivement, bah oui, bah c'est bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Et puis je commence à, bah j'entends, dire parce que moi j'en parle. Je sais pas quel effet va avoir ce galet jeté dans la mare. Donc j'en parle et là je reçois toutes les éclaboussures et je me dis wow, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça en fait effectivement parce que moi qui est de base légèrement hypocondriaque sur les bords, j'ai peur de la mort de manière générale. Cette peur-là, elle a refait surface de nombreuses fois pendant le parcours de grossesse parce que j'ai peur de mourir en couche, j'ai peur que mon bébé meure. Enfin, je pense à tous les scénarios possibles et imaginables. Euh, donc, effectivement, j'ai fait marche arrière plusieurs fois.
Parfois en voyant des choses sur Internet, en lisant des témoignages sur les groupes Facebook, les groupes qui sont dédiés à ça. Euh, on va dire qu'il y a 90% de témoignages fabuleux, époustouflants. Et puis, il y a un pourcentage quand même d'accouchements un peu cata, des transferts, des trucs. Et moi, je retenais que cela parfois. En fonction des énergies dans lesquelles je me trouvais, et bien, je pouvais faire plus que sur cela. Donc, hop, machine arrière. Et j'ai eu la chance d'avoir des sages-femmes qui m'ont accompagnée vraiment là-dedans, donc qui étaient rassurantes aussi, beaucoup. Et puis, bah, mon conjoint, en fait. Et donc, j'ai dû faire 3 ou 4 vagues comme ça pendant ma grossesse. Mais au fur et à mesure des reportages, des documentaires, des formations avec Karine, des gens qu'on rencontre, ça a cheminé et l'évidence a vraiment pris toute sa place. Après, sur le dernier trimestre, là, c'était inconcevable que j'aille accoucher en structure. Je n'avais pas ma place là-bas. C'était vraiment dans mes tripes, quoi. Donc, tu as pu vraiment, finalement, redescendre dans ce qui faisait vraiment écho pour toi, avec détermination, en ayant eu l'opportunité de laisser la peur de côté. Mm. Yes. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai cheminé aussi, j'ai compris que les choses qui me faisaient peur, les témoignages parfois, ou les paroles de la famille, des amis, j'ai compris d'où ça venait. J'ai cherché, j'ai eu mes réponses en fait. Donc, en ce qui me concerne, dans mon expérience de vie, ça n'avait pas lieu d'être. Il n'y avait aucune raison pour que moi je vive ce que ces personnes ont vécu. Enfin, voilà. Yes. Tous les signaux étaient ouverts, j'avais des super sages-femmes, mes rendez-vous à la clinique étaient parfaits. Et j'ai compris à fortiori que en accouchant chez moi, je serais plus en sécurité. Et mon bébé aussi. Et donc c'est pour ça que tout s'est renversé à un moment donné. Ouais, Ayant peur de la mort et de la maladie, bah, c'est devenu vraiment une évidence pour moi de me protéger et donc d'enfanter chez moi. ouais, C'était complètement un switch de paradigme en fait. ouais, j'adore. Et quelle préparation, quels outils spécifiques tu nous as un petit peu partagé déjà, qu'est-ce qui t'a accompagné, mais si tu peux nous donner un peu le tableau complet de ce qui t'a préparé de façon autonome à cette naissance-là, et Mm. quelle équipe a été très importante autour de toi. Le gros du gros, c'est vraiment ce que moi j'ai fait. Donc les livres, les, les documentaires, j'en ai regardé plein. J'ai fouillé au fin fond d'Internet de tout ce que je pouvais trouver. Des témoignages, et c'est des trucs qui me prennent aux tripes quand je lis les témoignages. C'est fort, c'est puissant et ça m'a vraiment porté, soutenu, motivé à aller dans cette direction. Donc la formation avec Karine forcément. Et puis on a fait tous les deux un peu d'autonomie aussi. Donc on a beaucoup aimé ça. Ça donne un autre regard aussi sur l'enfantement, sur le bébé in utero. Et c'était une médecin généraliste qui faisait de l'autonomie. Et moi, quand il y a des médecins généralistes qui font des trucs un peu bizarres, et ben je me dis, ah, s'il y a un médecin qui fait ça, c'est que c'est bon, c'est que c'est bien, il y a quelque chose de fort, quoi. Comme un médecin qui va être homéopathe ou un médecin qui parle naturopathie. Ah, le médecin s'est intéressé à ça. Si lui trouve que c'est intéressant, que c'est bon, c'est fort. Voilà. En ce qui me concerne, c'est principalement ça. J'ai rien fait d'autre que ce que j'ai déjà cité là, à part voilà travailler et prendre soin de ma conviction personnelle. Quoi. J'ai pas fait de. Si, j'ai fait un peu de yoga prénatal, autant pour moi. J'ai fait du yoga prénatal, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Mais c'est pas ça qui fait que je suis arrivée à mon objectif. Hein. Ouais. Ça, c'est juste du prendre soin de soi. Et qui a été acteur en positif?
mon compagnon, première personne, et mes personnes. Clairement, il y a eu personne d'autre. Si ma meilleure amie, celle qui est présente le jour J, le jour de l'enfantement. Mais dans mes amis que je côtoie au quotidien et ma famille, pas du tout. C'était complètement l'inverse. Donc c'était un sujet à fuir. Ouais. Sinon, Donc, ça, voilà, les énergies, c'était pas la peine. ouais, donc tu as vraiment rassemblé les personnes qui finalement t'aidaient à nourrir Hum. ton rêve, ton objectif, et tu as laissé de côté les personnes voilà, qui résonnaient pas avec. Je les ai pas laissés de côté. C'est juste que j'évitais le sujet avec ces gens-là. Oui, Voilà. Je voulais pas parler de trucs qui fâchent. oui, Et à côté, bah voilà, on a fait. C'est vrai que c'était cette période-là, c'était juste avant le Covid. Il y avait plein de petits festivals alternatifs qu'on aime beaucoup faire. Et au sein de ces festivals-là, on côtoie plein de familles, plein d'enfants portés en écharpe, des petits enfants tout nus. Et donc, de fait, on est dans cette vibes. On voit ces gens-là. Mais on ne connaît pas encore. On découvre tout ça. Mais on le sent dans nos tripes. Ça dégage de l'amour. Ça dégage. Enfin, voilà, ça transcende. Et ouais. ça aide beaucoup. Franchement, c'est ces rencontres-là qu'on a faites. Même si aujourd'hui, je ne saurais pas vous redire les prénoms ni ce qu'ils font. Mais elles ont été importantes dans le parcours, en fait. Vraiment. Ouais, de voir qu'en fait c'est possible pour plein de gens finalement. Mm. Et pour plein de gens, c'est la normalité. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager du coup comment s'est déroulé cet enfantement-là? Bien sûr. Alors, donc là, on est sur la naissance d'Aël. Euh, C'était une très très belle naissance. Forcément, avec le recul et les connaissances que j'ai maintenant, j'aurais aimé que ça se passe un peu différemment. J'aurais aimé pouvoir me mouvoir, par exemple. Vous comprendrez pourquoi après. Enfin, on se dit plus, tu comprendras après. Euh, J'aurais aimé pouvoir incarner plus la femme primale qui veille en chacune de nous. Mais pour une première naissance, un premier enfantement à domicile, c'était quand même ouf. Déjà de l'avoir fait, et puis sans problème quelconque quoi. Euh, donc du coup, la veille de l'accouchement, nous étions avec Nicolas au concert d'un ami qui fait du didgeridoo, de la dub and didgeridoo, qu'on adore. Et donc j'étais pleine comme une baleine avec un gros ventre en plus pour cette grossesse. Et je dansais. J'ai dansé toute la soirée pendant tout le concert, juste devant les DJ, le soir, enfin la veille, quoi, le jour du terme. Donc ça, c'était le jour du terme. C'est-à-dire que j'avais eu ma consultation dans la journée. Tous les gens me regardaient bizarre. Le lendemain après-midi, la clinique m'a appelé, m'a demandé de revenir pour refaire une prise de sang parce que je sais plus, ils avaient perdu un papier ou ils avaient mal lu une information. Bref, il y a un truc qui les inquiétait. Donc, bah, de fait, moi, j'étais inquiète. Je me suis dit, ah non, qu'est-ce qui se passe? En plus, à 1 heure de route. Donc, on va là-bas, on fait la prise de sang. Bon, bah, finalement, RAS. Euh, on essaye de m'inquiéter un peu, de me proposer un déclenchement. Parce que bah, si le bébé il n'arrive pas sous tant de jours post-terme, voilà, l'accouchement à domicile, on oublie. Donc elle m'a proposé, une sage-femme, elle, douce et bienveillante, me propose un très léger massage des membranes. J'entends pas parler de décollement, aucune douleur, vraiment très très doux. Et puis on a eu le temps de réflexion avec Nicolas. Donc c'était un premier, j'avais pas encore toutes les connaissances nécessaires et ma peur de devoir être transférée à l'hôpital parce qu'il n'arrive pas à temps a pris le dessus. Donc j'ai accepté parce que voilà, on m'a présenté ça comme un très léger massage et que ça a été très bien fait dans la douceur, voilà, pas du tout de douleur. Et elle m'a dit ça peut faire quelque chose comme ça peut ne rien faire, voilà. Donc, ok, très bien, mais je ferai pas plus. Donc on est rentré et puis le soir à table, je commence à sentir des petites sensations de règles
Donc là, je me dis que bah, c'est très certainement le petit massage voilà, qui commence peut-être à me gêner un peu, ou je sais pas. En tous les cas, je suis vigilante. On se couche, et puis bah, je peux rester couchée longtemps, finalement. Ça a tout de suite pris un peu plus de place dans les douleurs, que je nommais ça encore douleurs. Et donc là, je me suis retrouvée dans le canapé, recroquevillée. Moi, il faut savoir de base que quand j'ai mal quelque part, vraiment, au niveau organique, je me fige dans la douleur. Si j'ai envie de vomir, je vais rester figée des heures, je ne bouge même pas ma tête. Parce que je suis bloquée, j'ai peur de vomir, j'ai peur d'avoir mal, donc je ne bouge pas du tout. Donc j'ai passé les premières heures de contraction roulée dans le canapé sans bouger un bras. Donc pas du tout ce qu'il faut faire, en vrai. C'est en ça que je dis que j'aurais préféré que ce soit plus, voilà, plus animal, mais j'étais dans mes peurs. Donc le début, ça s'est passé comme ça, et puis il fallait le temps aussi de remplir le spa. C'est-à-dire qu'on avait un spa au milieu du salon qui servait donc de piscine de naissance. L'avantage du spa, c'est que l'eau reste chaude. Donc Nico était, enfin, il était en train de se remplir pendant cette période-là, et donc bien sûr ça allait crescendo. J'ai commencé à essayer de me lever un peu, de faire du ballon, mais voilà, vraiment tétanisée par la sensation que je découvrais en plus. Mes sages-femmes sont arrivées avec une posture, mais franchement, j'aimerais tellement que toutes les femmes soient accompagnées comme ça, vraiment dans la posture de je suis là, je veille, mais tu me vois pas, quoi, tu m'entends pas. Donc elles étaient toutes les deux dans un coin, là il y en a une qui s'est empaffée dans le canapé, lisaient leur livre, ça tricote, elles vont boire une boisson, enfin voilà. Elles veillent de loin. Et alors dans le lot, il y en a une qui a fait toute sa carrière de sage-femme quasiment en accouchement à domicile. Elle est proche de la retraite. Elle a 30 ans derrière elle d'AAD. Elle est connue, elle travaille main dans la main avec la clinique, la première que j'avais sollicitée. Parce que du coup, quand j'ai rencontré mes sages-femmes, elles sont passées par la porte de gauche. Elles m'ont fait passer, enfin, j'ai pu obtenir du coup un suivi dans la clinique avec laquelle elle travaillait et dans laquelle j'aurais aimé être suivie. Donc, impeccable. J'étais rassurée de tous les bords. Donc, les sages-femmes arrivent. Je rentre dans l'eau du spa, qui n'était pas encore tout à fait chaude d'ailleurs. Donc, ça m'a refigée. Je suis restée longtemps accroupie au bord du spa avec Nicolas à l'extérieur en face de moi. Je lui broyais les mains littéralement. Et cette position-là, je l'ai gardée longtemps. Je ne sais pas dans quel état étaient ses mains. Je parlais très peu. Euh, je me souviens à un moment donné avoir eu envie de vomir. Donc j'ai dit comme je pouvais dire que j'avais besoin d'une bassine. Donc Nicolas est parti en courant. J'ai rien vomi, mais en fait c'est les contractions qui appuient. Voilà. Euh, Ma meilleure amie a été prévenue entre-temps par Nicolas et elle devait donc être là, elle présente à ce moment-là. Et donc elle a déboulé en plein milieu de la nuit avec ses trois enfants sous le bras, qu'elle a dû réveiller, préparer, mettre dans la voiture, flou, sachant que le dernier avait 6 mois. Et que j'avais été là aussi pour elle, pas en AAD, mais j'étais là le jour J. Et donc là, c'était à son tour. Donc elle a couché ses enfants, elle a trouvé des endroits dans la maison pour les coucher. Et puis elle est venue me rejoindre dans la piscine avec un maillot de bain de grossesse qu'elle m'avait prêté d'ailleurs. Donc elle l'a retrouvé dans mes placards et puis elle l'a réenfilé pour venir me rejoindre. Et donc elle s'est mise dans la piscine en position, elle était adossée contre le bord du spa et elle faisait un peu office de transat comme ça pour m'accueillir. Donc en fait moi je me suis assise sur elle quand j'ai daigné me libérer de cette posture là de. Alors il faut savoir que la période du ce qu'on appelle le sommet avec Karine, donc la phase de désespérance, j'étais encore dans cette position-là, bien fermée, bien recroquevillée, bien serrée. Et donc, j'ai malgré tout vécu, enfin, toutes les femmes passent par là, peu importe l'accouchement qu'on choisit. Et donc, dans cette phase-là, effectivement, j'ai cru que j'allais mourir. Ma maman étant décédée quand j'avais 14 ans, je me voyais la rejoindre
que c'était le moment. Enfin bon, bref, ça a duré que quelques minutes, mais en fait, il se passe tellement de choses pendant cette période-là, dans cette phase. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas possible, la péridurale, machin, machin. Et en fait, ça passe très, très vite. Et puis, je voyais les sages-femmes qui étaient hyper zen dans le canapé. Donc, bah, ok, donc c'est pas grave, en fait, c'est normal ce qui se passe là, visiblement. Hein. Et puis, à un moment donné, il y a des fractions de secondes où ma conscience revient à la surface et je me rappelle que c'est normal, je me rappelle qu'on a l'impression de mourir, je me rappelle que ça veut dire que bébé arrive. Et donc, en fait, vu que je sais, au niveau du mental, bah, je laisse. Je laisse faire, en fait. Et ça passe. Je rentre pas dans une panique folle parce que je sais que c'est normal. Et c'est vraiment cette notion-là. Je sais que c'est normal. Bah, on laisse faire. Je dis que je peux rien faire de plus, de toute façon. Ouais. Et donc, quand ça s'apaise un peu, parce que juste après ça, on a une phase où on redescend, il y a même des femmes qui s'endorment pendant cette phase juste après, quelques secondes, quelques minutes. Donc, c'est là que je m'ouvre un peu plus, que ma sage-femme peut venir mettre un petit peu mince, j'ai plus le nom, l'appareil pour écouter le cœur du bébé. Ouais. Euh, et donc, voilà, je m'ouvre, je m'installe sur Émilie, ma copine. Nico nous rejoint parce que les sages-femmes savent forcément que quand on en est à ce stade-là, ça va pas tarder. Donc Nicolas nous rejoint dans l'eau. Donc je me retrouve entre Émilie qui est derrière et Nicolas qui est devant. Et donc j'installe mon bassin, donc je me trouve assise en tailleur, adossée à Émilie, et j'installe mon bassin sur Nicolas qui lui aussi est en tailleur. Je me retrouve le bassin reposé sur ses jambes. Et donc là, les contractions commencent à changer, c'est plus les mêmes. Je le sens dans mon corps que voilà, ça pousse en bas, c'est différent. Je me rappelle aussi d'une notion, c'est pas de la douleur, mais de la puissance. Ça aussi, sur le plan du mental, ça change. Ça change la donnée. On l'accueille pas de la même manière. Donc voilà. Et avec les mots de Nicolas, lui, il a vraiment senti la tête d'Aël, qui était encore dans mon corps, il l'a senti sur ses jambes. Je croyais que ça sortait, mais que non, elle était encore à l'intérieur. Et à un moment donné, donc il y a le moment du cercle de feu, où il y a la moitié de la tête qui sort, qui est sortie déjà. Et Nico, il me dit, mais moi, je me suis dit, oh, punaise, c'est impressionnant, quoi, la tête du bébé. Et en fait, elle n'était pas sortie encore, la tête du bébé. C'était le début. Et d'un coup, il y a la tête, elle fouf sur ses jambes. Donc là, c'est particulier. En plus, il avait un périmètre crânien assez important à elle. Bon, bref, voilà, il avait la tête d'Aël sur ses jambes, sous l'eau. Et puis là, d'un coup, pouf, le corps qui est sorti à la contraction suivante en entier, donc sur lui. Donc, quand il raconte, c'est ouh. Les sages-femmes m'ont donc attrapé à elle, délicatement, et elles sont venues me le poser contre moi, moi-même appuyée contre Émilie. Et Nico qui pleure devant, qui sait plus trop dans quel monde il est. Moi non plus d'ailleurs, parce que ce passage-là, je le raconte parce qu'on me l'a raconté et parce que j'ai vu les photos. Mais moi, je me rappelle pas consciemment. Donc effectivement, je me retrouve avec elle sur moi, elle me met une serviette tout de suite, et puis sur les photos que je vois après, précisément à ce moment-là, moi je suis dans ma bulle parce que je suis encore pas revenue, mais Émilie et Nicolas, ils sont comme ça sur la photo. J'adore. Et donc là, il y a le premier pleur d'Aël. Ça, je me rappelle par contre sur le plan auditif, je me rappelle de ce son-là. Et ensuite, les sages-femmes donc, on me demandent de me lever, on prend notre temps, hein, vraiment. Elles me demandent de me lever pour aller sur le matelas parce que pour la naissance du placenta, elles préfèrent. Mm. Donc, elles m'accompagnent toutes les deux, parce que donc elles sont deux, chacune, j'ai pas précisé, mais au moment où les dernières contractions, je me retrouve avec la main d'une sage-femme et la main de l'autre parce que j'avais besoin de broyer et d'écraser. Et vu que Nicolas, lui, il était dans l'eau, je pouvais plus le faire. Lui, il avait les mains disponibles pour accueillir le bébé. Donc elles sont venues chacune d'un côté. Et... Donc elles ont eu leur lot aussi.
le broyage. Donc ensuite, elles m'ont accompagnée, elles m'ont soutenue jusqu'au matelas. Et puis, bah, là, super moment, le matelas qu'on avait préparé avec les petites bougies, tout ça, les petites couvertures, tout ce qu'il fallait. La délivrance du placenta, ça s'est passé très, très bien parce que du coup, j'avais à elle qui rampait au sein naturellement tout de suite. Et voilà, RAS, ça s'est très, très bien fait. Et puis, Nicolas a coupé le cordon bien après qu'il ait fini de faire son travail parce que je voulais garder je savais déjà que je voulais garder le placenta. J'avais déjà des notions à ce sujet-là. Euh, donc voilà, on a gardé le placenta, on a fait des photos, il est parti au frigo, au frais. Et puis voilà. Après, il y a ma sœur qui est arrivée juste à ce moment-là. Donc elle venait de naître, elle venait de Paris en voiture. Normalement, elle aurait dû être là. C'est comme ça qu'on l'avait prévu dans notre tête. Mais elle est arrivée juste après. Comment toi tu ressors de cet enfantement-là? Euh, il y a un sentiment de fierté très, 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 très fort. Parce que j'ai réussi. Parce que tout le monde m'a contredit, m'a jugé. Et ben, j'ai réussi. Et il y a ma sœur qui est venue, mon père qui est venu me voir sur ce matelas. Regarde, j'ai enfanté là, dans ton salon. Donc je parle de mon papa parce que c'est sa maison. Et je l'ai fait, quoi. Je suis pas morte. Elle non plus. On est en parfaite santé. Tout va bien. Il y avait vraiment cette notion de légitimité, de prouver que c'est comme ça que ça doit se passer, en fait. Et puis c'est un moment hors du temps. C'est c'est pareil, là, quand je revois des photos, que je me rappelle de cette scène là, sur le matelas où on est là tous les trois avec ce bébé qui vient juste de sortir de mon ventre. Il est là contre nous, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de blouse blanche en train de le tripoter dans tous les sens. Waouh. Et ouais, je suis super fière. On est super fiers. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a finalement une transmutation un peu familiale aussi? C'est de perception en tout cas. C'est-à-dire, est-ce que tu peux Et ben, préciser la par question? exemple, j'ai l'impression que au sein de ta famille, c'était un impossible en fait de Ah, donner naissance à domicile et toi tu l'as fait. Et tu vois, ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, c'est vraiment un détachement en fait aussi d'une perception qui est familiale et de croyances qui sont pas vraiment les nôtres en fait, tu vois. Est-ce que tu hmm. as ressenti ça? Euh, certaines personnes, oui, d'autres, non. C'était en mode, oui, bon, bah, elle a de la chance, quoi. J'ai Oui, mais senti à que pour l'intérieur certaines, de c'était ça. toi, Ah, toi à l'intérieur de toi. euh, moi, vis-à-vis d'eux, j'ai pas trop les mots, en fait. Je sais pas trop. Il y a cette notion de. Bah, je vous ai prouvé que c'était possible, que c'est sain et que c'est sûr de faire comme ça, que vos mères ou vos grand-mères, elles ont enfanté comme ça et que vous êtes là aujourd'hui. Elles aussi, d'ailleurs, pour certaines. Euh, c'est comme un retour à la Ouais, normalité, en fait. Enfin, c'est. ouais. Ouais, j'ai pas plus de mots que ça à se détailler. Mais C'est c'est un peu parfait. flou pour moi. Qu'est-ce qui t'a... Parce que dans ton récit, j'entends de la peur. Mm. Qu'est-ce qui t'a permis de la dépasser? Tu nous en as un peu parlé, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Et quelles ont été aussi les clés, au-delà de la traversée de la peur, quelles ont été les clés qui ont rendu possible ton expérience Moi, c'était la condition intérieure. C'était les notions théoriques que j'avais, parce que je suis très, mentale? très mentale. Et c'est vraiment ça qui m'a rassurée. C'est la boulimie d'informations que voilà, j'ai accumulée. Euh, je savais que c'était la vérité. Je savais que c'était comme ça que ça devait se passer, que c'était normal, biologiquement parlant, je savais exactement ce qui se passait dans mon corps. Et donc, c'est la conviction, la certitude qui ont fait que je suis passée au-dessus de tout ça. Ouais. Que tu as pu t'ouvrir dans ton corps, que tu as pu Ouais, lâcher prise. ouais, complètement. Et la présence.
d'un conjoint soutenant, protecteur, de ma meilleure amie aussi qui était là et elle me portait indirectement, hein, Ouais. vu la posture en termes de symbolique, Mm. elle me soutenait. J'adore. Quelque temps plus tard, t'accueilles en toi une nouvelle grossesse? Ah, pardon, Oui. un autre détail, Ouais. n'est pas anodin. J'en ai parlé tout à l'heure. Les sages-femmes qui sont dans cette posture, qui connaissent précisément leur métier sur les AAD, etc., qui sont dans cette posture de confiance. Mm. Donc, quand j'ai dit que je les ai regardées pendant ma phase de désespérance et que elles, Il n'y a c'est pas de normal. panique Voilà. à avoir. Dans une structure clinique, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Non. Ça commence tout de suite à s'affoler. Elles sont deux, elles sont trois, machin, gna gna gna. Enfin, ça joue énormément, Ouais. je pense. Oui. Oui, Quand on voit que les professionnels, les sachantes, sont hyper zen, bah, tu vois bien, en fait. Enfin, si elles, connaissant leur métier, estiment que tout va bien, bah, tout va bien. ouais, du coup, c'est un devoir. Ça fait un peu, ça me fait penser un peu à, voilà, à nos neurones miroirs, ou en tout cas d'avoir une personne qui est dans la quiétude en face de soi, dans un état de système nerveux qui est apaisé. On peut s'observer et se dire, mais en fait, est-ce que j'aurais pas peur pour rien, entre guillemets? Est-ce que, Ouais. en fait, finalement, ça ouvre le possible de se dire, mais je peux m'apaiser, en fait, c'est Hum, sécuritaire, quoi. Ouais, complètement. Elles portent l'espace. ouais, Et c'est vraiment la définition d'une doula, hein. oui. Là, c'était incarné, vraiment, quoi. Elles portaient l'espace. La mise en sécurité. Et donc, quelques temps plus tard, tu as cette nouvelle grossesse. Oui, Là, entre-temps, tu es formée à la naturopathie périnatale. ouais, c'est ça. Et comment tu as vécu cette grossesse-là, cette nouvelle grossesse? Qu'est-ce qui a été différent peut-être? Euh, plus fatigante parce que bon, déjà c'est plus ou moins biologique. Quand on a un premier enfant, notre batterie elle est divisée par deux. Je suis enceinte, elle est divisée par trois. Donc voilà. Et en plus, à elle, c'est un bébé un peu différent. Donc si on pose des étiquettes, on est sur un bébé aux besoins intenses, très intenses. Je commence à percevoir enfin, je commence à suspecter un profil neuroatypique. Enfin voilà, il ne fait toujours pas ses nuits. Il les a fait à 3 ans et demi. Euh, voilà, je suis déjà épuisée de base. Nicolas, pas mal aussi. Donc, il y a déjà une belle différence au point de départ. Euh, et l'autre détail, l'autre différence, c'est le suivi dans cette même clinique. Parce que forcément, de fait, ayant déjà vécu un AAD, étant déjà inscrite dans la clinique, pour le deuxième, ça se fait beaucoup plus facilement et automatiquement. Euh, le gynécologue qui me suivait lors de la première grossesse était à quelques mois de la retraite, comme une des deux sages-femmes. Et donc, ce n'est plus le même pour la deuxième grossesse. C'est une femme plus jeune. Et là, par contre, c'était pas du tout la même. On n'était pas sur le même profil. Je sentais vraiment dans l'air ambiant que c'est une personne qui n'était pas pour les AAD, qui voulait garder le contrôle, que ça se passait pas, enfin, voilà, les accouchements, ça se passe là. Et chaque rendez-vous, il n'y en a pas eu énorme, mais à chaque fois qu'il y a eu un rendez-vous là-bas, les rendez-vous obligatoires, je suis sortie en chialant. C'était rien à voir avec le premier, quoi. Déjà que j'étais fatiguée, plus, donc, mais alors là, en plus j'y allais toute seule parce que il s'avère que Nicolas travaillait, mais quand bien même c'est un homme qui lui poserait sa journée pour aller accompagner sa femme. Mais vu que j'ai déjà eu une grossesse, j'étais un peu plus à l'aise avec le sujet. Voilà, je me suis formée entre-temps. Enfin, donc j'y allais seule. Et mais du coup, à chaque fois que je sortais, je pleurais parce qu'elle m'inquiétait. Elle me disait, on parlait de pas de péridurale et elle m'incitait vraiment. Enfin, elle me menaçait qu'au moindre fait de travers, au moindre signaux de travers, bah, il y aurait l'accouchement à domicile, fallait que j'oublie. Enfin, que des trucs comme ça. Mais après, elle me parlait de mes carences en fer. Bah oui, j'avais la même chose pour la première grossesse. Et en fait, c'est normal. Moi, je lui explique par A plus B que c'est normal
C'est juste un taux de globules rouges qui est plus dissous parce qu'il y a plus de sang. Ça n'a rien à voir avec des carences. Ben oui, mais il va expliquer ça à un médecin qui pense tout connaître et tout savoir. Donc pour elle, j'ai une grosse carence, donc il faut faire une infiltration, etc. Et j'ai fini par faire cette infiltration parce que je n'avais pas le choix si je voulais faire la l'AD. Donc première fois de ma vie que je me retrouve sur un lit d'hôpital, euh, toute seule, encore une fois, et donc branchée avec cette paire. Donc c'était un sage-femme d'ailleurs qui était là. Je lui demande comme ça, je dis, est-ce que c'est, je suis dans quoi? Comment j'ai dit ça? En gros, je voulais savoir si c'était la salle de naissance dans laquelle j'étais. Et il me dit, oui, oui, là, c'est là que ça se passe, les accouchements. Là, vous êtes dans une salle de naissance. Je sais pas pourquoi il m'avait fait l'infiltration dans cette salle-là. Et là, je vois la salle dans laquelle je suis, je me dis, ah, ben, c'est pas du tout le même registre que mon salon. C'est une salle d'hôpital, en fait, pas une chambre d'hôpital. C'est pas du tout comme, même pas une salle nature, enfin, rien, quoi. C'est une chambre d'hôpital avec des grandes fenêtres, pas de rideaux, rien qui se ferme. C'est blanc, c'est, ok. Je me retrouve à être injectée d'un produit aussi, alors que j'ai fait une formation en naturopathie, donc j'ai un nouveau paradigme aussi par rapport à ça. C'est quoi ce produit? Qu'est-ce qu'on est en train de m'injecter? J'aurais pas pu trouver une autre solution. Enfin, voilà, plein de choses. Et puis, je regarde ce truc, ce cathéter dans ma veine qui me fait mal en plus, qui me gêne. Donc, je peux pas bouger le bras parce que ça me fait mal, je sens dans mon aiguille. Et là, je me dis, attends, là, je suis dans une salle de naissance. J'ai ce truc qui me fait mal, qui me gêne. À quel moment, là, je pourrais me lever, me mouvoir et enfanter? Comment? Enfin, je vois pas, en fait. Et donc là, panique à bord. Je pleurais toute seule, là, sur mon lit pendant tout le temps de l'infiltration. Sur, je suis sortie de là, je me suis dit, non, mais là, ça va pas faire, en fait. Il va vraiment falloir que ça se passe comme, comme c'était prévu au programme. Pas de bol. C'est pas ce qui s'est passé. Donc voilà, ça fait la deuxième grosse différence avec la première. Par contre, ce qui était positif, c'est qu'il y a eu ces formations entre-temps. Et donc, sur tout le reste, j'avais plus d'aplomb, euh, plus de d'outils sur tout enfin, ce qui est lié à la physiologie de la femme enceinte, à ses besoins. Euh, Mon bol alimentaire avait changé. Il a commencé à changer quand mon premier avait 5-6 mois pendant ma formation, que je suis allée direct, je suis partie direct en formation. Et, euh, et donc forcément, mon corps était plus propre. Parce que voilà, j'avais déjà 2 ans de recul sur ça. Il y avait plein de choses que je ne mettais plus dans mon corps et d'autres nouvelles choses que je mettais. Et j'avais plus foi en mon corps sur ce plan-là. Je faisais plus d'exercices. Enfin, voilà, Nico, il continue à me masser. J'ai fait de l'hypno natal. Enfin, voilà, c'était. Donc il y a une connexion à ton corps qui est plus approfondie. Mm, Yes. ouais, j'ai plus confiance Mm. en mon corps. Ce qui me gêne là, c'est vraiment le côté médical là, à l'hôpital. Et là, quand je me fais infiltrer, là, je sais très bien que ça n'a pas de sens. Je le fais, c'est juste pour que sur le chiffre de la prise de sang, ça bouge et que du coup, c'est le ticket d'entrée pour coucher à la maison, quoi. Ouais. Je le fais juste pour ça. Mais biologiquement parlant, je sais que ça n'a aucun intérêt. Ça sert à rien ce que je fais. Euh, voilà. L'idée, c'est que je continue, je déroule sur. Mais alors s'il y a ouais, s'il y a un autre, tu vois, s'il y a un autre élément de ta grossesse, est-ce que il y a une préparation aussi qui est différente pendant pendant ce Euh, temps-là? Bah, sur le plan alimentaire, oui, de fait. Euh, mais pas que, parce que j'ai commencé à accompagner certains couples entre-temps. Donc, on met en place aussi des choses avec Nicolas sur le plan de la physiologie. Euh,
des exercices physiques à mettre en place pour travailler le bassin, le sacrum. Je peux repérer quand il y a un blocage quelque part, s'il y a une douleur, une sensation, je peux y remédier toute seule, du coup, avec Nicolas. Donc ça, c'est un plus vraiment. Enfin, en fait, tous les acquis hein, que j'ai eus, toutes les connaissances, eh ben, je les mets en place au gré de mes besoins, en fait. Ouais. J'ai pas forcé le truc, c'est juste que quand j'avais un besoin, ben, j'avais la réponse tout simplement à apporter à mon corps, quoi. Donc ça change un peu la donne. Ouais. Et puis il y a moins de peur sur l'enfantement à venir. Les peurs, il y en avait zéro, rien du tout. Parce que du coup, là, j'avais foi, j'avais confiance, je l'ai fait déjà, je sais ce que c'est. Pas de peur de à quoi ça va ressembler la sensation, pas de peur de mourir, rien du tout, quoi. La seule peur que je pouvais avoir, c'était de finir à l'hôpital. Ouais. Et du coup, donc voilà, je te sens là dans ce que tu nous partages plus ancré, plus voilà, confiante en toi. Mm. Et il y a un événement qui va venir un peu bousculer tout ça. Est-ce que tu peux nous le partager? Ouais. Le dernier jour, consultation du terme, donc nous voilà à la clinique. Et le gynéco qui est de garde à ce moment-là, j'étais contente, c'était pas la dame en question, euh, me dit que mon bébé, enfin, il me dit, est-ce que vous êtes au courant que votre bébé est en siège? Pas du tout. Je n'étais pas au courant, je n'ai rien senti. Alors que tous les rendez-vous préalables, le bébé a toujours été bien placé, hyper bien placé. Et là, pour qui, comment, pourquoi, monsieur a décidé de se retourner. Je ne sais pas à quel moment ça s'est fait, mais ça s'est fait. Donc là, douche froide, parce que je sais très bien ce qu'il va me raconter dans la suite de sa phrase. Et donc là, il commence à me parler de césarienne, d'accouchement à domicile. Hop, on oublie. Hmm. Euh, que on peut pas faire de retournement, la fameuse manœuvre, là, je sais plus comment il l'appelle. On peut pas la pratiquer Diversion. c'est ça, à ce stade de la grossesse. Ça se fait vraiment dans les premiers trimestres. Et il me dit, on va quand même aller faire une radio du bassin pour voir si vous pouvez accoucher par voie basse au sein de la structure, bien évidemment. Euh, donc, nouvelle partie en radio. A priori, mon bassin, tout va bien. Donc, un petit peu rassurée. Déjà, je me dis, ah, il y a une petite chance pour qu'il n'y a pas il y ait pas de césarienne. Mais ça, vraiment, ce mot-là, moi, pour moi, personnellement, hein, c'est panique à bord, quoi. Vraiment. Et Nicolas, pareil. Pourquoi, après tout ce parcours qu'on a eu, cet enfantement numéro un fabuleux, ou pourquoi? Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, on rentre à la maison complètement lessivé, triste, paniqué. En plus, donc, on est le jour du terme. Donc, moi, j'avais prévu euh, l'enfantement entouré de toutes les femmes importantes dans ma vie à ce moment-là. Donc, elles étaient toutes prêtes à venir voilà, à l'improviste, quasiment. Et il y en a qui sont venues à la maison 15 jours, 3 semaines avant, elles étaient deux, pour m'accompagner en tant que, voilà, pour faire mes doulas. Donc, elle prenait soin de moi, on faisait des petits exercices, voilà. On a préparé le cocon. Donc, c'était, à l'époque, c'était le cabinet dans lequel j'accueillais. Donc, on avait tout préparé avec la piscine de naissance que j'avais achetée un peu de temps avant, toute la décoration, les petites consignes pour toutes mes copines qui seraient là dans la pièce à côté. Enfin, tout était prêt. Et donc, les deux copines qui étaient à la maison m'accueillent là, en larmes quand je rentre. Et on fait tout ce que je sais, tout ce que je connais pour aider un bébé à se retourner, sur tous les plans physiques, émotionnels, spirituels, pour tenter un retournement. Euh, Au cours de cette journée-là, on va à une fête, je sais plus ce que c'était, et je pleure pendant la fête. J'ai ça qui tourne en bout dans ma tête. Euh, il y a le soir même, on s'en va à un concert. Le même concert que pour bébé, hein. Pareil, le soir, au moment du terme.
Donc pareil, je me retrouve encore en train de danser devant la scène, devant les didgeridoo, pleine comme une baleine, avec mes deux copines, mon chéri. En plus, il y a une histoire de téléphone égaré. Enfin, le soir, ça fait n'importe quoi. Entre-temps, au travers de toute cette journée qui défile, on réfléchit beaucoup avec Nicolas, on se pose beaucoup de questions. Et on décide finalement en se couchant que le lendemain matin, on écrirait un courrier à nos sages-femmes pour stopper l'accompagnement, pour ne surtout pas les mettre en porte-à-faux, les mettre à mal. Parce que enfin, pour nous, les sages-femmes AAD sont très précieuses. Il était hors de question de les emmener avec moi dans ma chute s'il devait se passer quelque chose. Donc, on s'était dit avec Nicolas, on arrête l'accompagnement et on accouche tout seul quand ça vient. Voilà. On part en AMA. Donc là, vous étiez prêt à quoi à ce Ah, on moment-là? se fait tout seul, à faire tout seul. On sait faire. Oui, Moi et lui. oui. Parce qu'en plus, tout ce que j'ai fait en formation, il sait le faire. On a accompagné un ou deux couples en couple. Enfin, je me fais une confiance aveugle pour ça. Je sais très bien que je peux enfanter en toute sécurité avec mon conjoint, quoi. Il sait faire, il sait ce qui se passe dans mon corps, il sait ce qu'il faut faire quand le bébé arrive, enfin, ou ne pas faire. Enfin. Euh, donc, on est très confiant et on parle là-dessus. La nuit, je commence à sentir un petit peu travailler et je sens que ça va partir en fait. Je sens que le travail se met en place. Je vais passer les trois premières heures. Je commence à envoyer des petits textos à des copains qui sont dans la maison en leur disant que je pense, ça arrive, voilà. Et j'ai réveillé Nicolas, je sais pas, peut-être vers 5h30, 6h du matin. J'envoie un message à ma sage-femme, donc la plus âgée, là, qui prend sa retraite très peu de temps après. Et donc, elle vient à la maison vers 7h, 7h30, parce que bah, j'ai pas fait ce fameux courrier. Donc, je suis obligée de l'appeler, parce que la priorité pour moi, c'est de pas les mettre à mal. Donc, je la fais venir pour confirmer ou infirmer le retournement. Donc, elle me dit que le bébé est toujours en siège et que je dois aller à la clinique. Voilà, voilà. En revanche, elle nous connaît. Donc, elle a appelé la clinique pour informer du transfert. Par contre, elle a dit direct, ici, on est sur un premier AAD réussi, tous les signaux sont au vert, elle récupère son placenta, elle sait ce qu'elle fait en gros, enfin voilà, le conjoint avec, donc elle a posé le tableau tout de suite. Donc moi, ça m'a vraiment rassurée. J'avais très très peur de ne pas pouvoir récupérer mon placenta, parce que entre-temps, je me suis aussi formée à la transfo placentaire. Donc pour moi, c'était inconcevable. Je me suis formée, et là, le mien, il veut partir à la poubelle? Non, non, non. Donc c'était une de mes peurs. Donc voilà, on est en mode, bah, faut aller chercher toutes les affaires maintenant. Donc Nicolas et mes deux copines retournent à mon cabinet, prendre tout ce qu'il y a besoin de prendre. On commence à communiquer avec les autres filles qui devaient être là aussi. Ma sœur qui est à Paris, effectivement. J'avais prévu de tout filmer, moi. Donc là, bah, changement de programme. Il va falloir filmer avec le téléphone, en live, en cliquant sur enregistrer, parce que moi, je veux garder les vidéos. Donc ça fait. Pendant ce temps-là, j'attends avec ma sage-femme. Ça s'intensifie quand même de plus en plus. Je suis sur le ballon, et à un moment donné, je la revois dire à Nicolas, va peut-être falloir y aller là, par contre. Hein. Parce qu'elle sait qu'il y a de la route et puis elle voit en fait ce qui est en train de se passer là. Et vu que c'est un deuxième, voilà. Ouais. Donc on prend la route. J'avais un sarouel, je l'ai descendu parce que je sais pas, je sentais que c'était pas loin. Donc on a fait le trajet, voilà, pendant 1 heure. Nico, il roulait très vite. Et j'avais déjà commencé à filmer. J'avais mis à la place du GPS mon téléphone en filmant. Donc j'arrivais entre les contractions à déconner encore un peu avec mes copines qui étaient là en live. Mais par contre, pendant, c'était pas possible. Donc on arrive là-bas, il était à tout juste 9h. On était un 1er mai. 1er mai, donc c'est férié, c'était un dimanche. Il y avait très peu de personnes dans le service, très peu de femmes. Je me demande si j'étais pas la seule. On était encore dans une période avec les histoires de masques et tout. J'avais très peur de ça aussi. De regarder le masque pour accoucher. Wow. Euh, et j'avais demandé
à ce qu'une de mes copines qui était là à la maison soit présente, en plus de mon conjoint. Sauf qu'à cette période-là, c'était le conjoint et encore. Et ben, j'ai le droit quand même. Donc, je me suis retrouvée avec mes deux accompagnants, pas de masque, moi, j'ai jamais entendu parler de ça, et pas de pression dans les couloirs, pas de bruit du tout. Enfin, c'était hyper apaisé. On est arrivé là le matin, j'avais vraiment l'impression d'être toute seule et j'étais accueillie par une sage-femme. Dans l'ascenseur, déjà, j'ai plié, accroupie. Donc, elle commence à me parler des trucs, je sais plus quoi d'ailleurs. Et moi, je lui dis tout de suite, je veux pas de péridurale, vous me branchez pas, vous ne faites rien. Voilà, je sais faire. Arrivée dans la chambre, elle m'indique quand même qu'elle est obligée de poser au moins le cathéter au cas où. Donc juste le petit machin là sans câble. Donc elle me pose ça, voilà, hop, et puis après je n'entends plus parler. Elle me demande si je veux un bain, donc j'acquiesce parce que je sais que l'eau, ça me fait du bien et que j'ai envie. Donc elle me propose un bain avec des huiles essentielles. Ah bah oui, trop mignonne. Elle était vraiment trop mignonne, la sage-femme. Jeune, disponible, bienveillante, vraiment, voilà, la nouvelle génération. Et donc, elle me fait couler ce bain chaud, l'huile essentielle. Nico, pendant ce temps-là, avec ma copine, sont en train de tout installer. Ils sortent l'étal de fruits sur le plan de travail. On mange énormément de fruits, de fait, depuis qu'on a changé notre bol alimentaire. Il avait ramené les noix de coco, l'ananas, la mangue, tout ça. Et donc, il préparait tout ça. Pareil, on a remis le téléphone sur un petit trépied qui continuait de filmer. Du coup, tout ce qui se passait. Donc, me voilà dans la baignoire, en mode détente, dans l'eau chaude, ma copine d'à côté qui me donne de la noix de coco à la béquille. Mon chéri devant, je lui broie encore un peu les mains, moins que la première fois. Et puis, c'est allé très très vite. J'ai pas profité longtemps du bain. À un moment donné, une contraction différente en termes de sensation. Le cri est différent aussi. Et là, pouf, ah, je crois que je viens de perdre les os. Chose à laquelle je n'ai pas assisté lors du premier. C'est passé complètement inaperçu, j'ai rien vu, j'ai rien senti à ce sujet-là. Peut-être même que ça s'est fait au moment où il est sorti, j'en sais rien. Toujours est-il que là, je suis en pleine lumière, de fait. Je suis nettement moins dans mon corps, mais plus dans mon mental, puisque j'ai moins d'ocytocine. Enfin, c'est complètement différent. Enfin, le nid, le cocon est différent. Donc, bah, je vois consciemment, voilà, ce qui vient de se passer. Euh, et donc, là, mon cri étant différent, donc j'étais toute seule avec mon conjoint et mon ami. Il y a la sage-femme qui a déboulé tout d'un coup, parce qu'elle m'a entendue, et elle entend que le cri est différent. Et donc là, elle arrive. Ah, il s'est passé quelque chose? Oui. Et donc là, elle m'indique qu'il va falloir sortir de la baignoire parce que c'est pas possible d'enfanter d'un bébé plus en piège dans l'eau. En tout cas, dans leur clinique, c'est comme ça. Non mais là, vous comprenez pas en fait. J'étais accroupie dans l'eau. Non mais là, il arrive en fait. Je ne peux pas me lever. C'est pas possible. Oui, mais on n'a pas le choix, madame. Blablabla. Enfin, bref. Donc, elle invite gentiment mon conjoint à l'aider pour me hisser et me sortir de la baignoire, mais moi j'étais en mode je n'ai pas possible quoi. Et à chaque contraction entre la baignoire et le lit, bah, je bloque, puis j'ai l'impression que ça va arriver, quoi, qu'il va sortir. Mais elle avait bien décidé dans sa tête que je devais aller sur la table, sur le dos, allongé, et voilà. Ça devait se finir comme ça. Sauf que bah, ça n'a pas eu le temps de se finir comme ça. J'étais accroupie à la fin et j'étais agrippée au lit, au bord du lit. Donc, je les vois commencer à préparer les alaises sous moi. Donc, je tilte qu'elles ont capté que je ne montrais pas sur la table. Euh, et puis là, contraction tout de suite, là, au bord du lit. Hop, plouf, une jambe. Ah bah là, déjà, moi, mais, comme je disais, je suis encore dans mon mental, j'arrive pas à... Donc, je conscientise tout. C'est là, un accouchement en toute conscience, hein. Donc, je vois cette jambe, c'est très particulier. Une jambe. Une jambe, quoi. Enfin, c'est pas une tête, quoi. Donc, bon, bref. La deuxième qui arrive est la contraction d'après. Et là, c'est le fameux moment inquiétant pour le corps médical, quand la tête est encore à l'intérieur et le reste du corps est sorti. Donc là, il y a deux sages-femmes, trois sages-femmes, et puis ça commence à s'affairer. Et puis Madame Landais, il faut pousser là maintenant, il faut pousser, hein, parce que là, s'il sort pas, moi j'appelle le médecin. Le truc qu'il faut pas dire, que je déteste quand les femmes me rapportent ça,
Et ben ça loupe pas, elle crie, elle appelle le médecin. Sauf que ben non, en fait, la prochaine contraction, je mets tout ce que je peux mettre sur la prochaine et bébé il est sorti et puis le médecin il a fait demi-tour et j'en ai pas vu. Donc bébé est sorti là, hop, elle l'a rattrapé comme elle a pu. Et là pareil, que j'aime pas, tout de suite. Madame, il est là votre bébé, hein, vous le prenez, prenez votre bébé, il est là. Non, mais moi je suis pas là en fait. Un petit peu plus qu'au premier, certes, parce que j'ai pas pu défragmenter, mais n'empêche que c'est pas le moment. Donc elles ont attendu un peu quand même que je souffle et que je reprenne mes esprits. Je sais pas comment j'ai atterri sur la table et le bébé sur moi. Là, je sais plus comment ça s'est fait. Voilà, Jeanne se retrouve sur moi et puis il commence à ramper, à aller au sein, le premier cri, tout ça. Entre-temps, j'ai quand même vu l'état de mes jambes parce que je ne suis plus dans l'eau au moment où le bébé sort. Et là, je vois du sang, du marron, du vert. Et le premier truc, c'est à moi tout ce qu'il y a là? Non, non, madame, vous en faites pas, c'est le métronome de votre bébé. Moi, j'étais en mode tétanisée. Tout le monde m'a vu me faire caca dessus. J'en ai plein les jambes. Non, c'était pas moi. Je me sentais mieux tout d'un coup. Une petite anecdote rigolote. Voilà, elle me nettoie, elle nettoie bébé pour qu'il soit un peu présentable. Et là, tout de suite, il y a un espèce de gros soulagement dans l'air ambiant. Elles aussi, voilà, elles sont plus apaisées et c'est en mode les yeux qui brillent. Punaise, là, Madame Landais, vous nous avez fait vivre un truc, waouh, quoi, merci, quoi. Ah, je savais plus quoi dire, moi, j'avais envie de dire en même temps, bah, c'est normal. Enfin, Tu l'avais et dit? puis en même temps, j'étais hyper fière de générer ça Ouais. chez elles, en fait, Ouais. je voyais dans leurs yeux, quoi. Enfin, c'était, et là, après coup, hein, quand j'ai la sage-femme à domicile qui est venue à la maison après, elle m'a dit, Élodie, t'as pas une petite idée de pourquoi il a fallu que tu ailles là-bas en santé? Et là, je dis, bah oui, en fait. C'est bien sûr, donc on a cheminé toutes les deux, elle m'a menée à ça et il fallait que je sois là, il fallait que ces sages-femmes assistent à ça. J'ai semé ma petite graine là-bas. Et donc après, elles m'ont remercié, elles nous ont remercié, voilà, de voir que c'était possible, que bien sûr que j'ai accouché toute seule sans produit et aucune déchirure, mais rien. La délivrance du placenta a été parfaite. On est venu me demander, je vous mets l'ocytocine pour le placenta? Certainement pas. Mon bébé, il gère tout seul, il va téter et le placenta va sortir. Je vois qu'il y a une sage-femme qui récupère le placenta, bien sûr, pareil, après qu'il est fini de battre, et qui va le mettre au frais. Donc pareil, là, hop, dans ma tête, ah, tout va bien, il est en sécurité. Donc je sais que je vais le récupérer. On avait insisté sur le fait que si tout allait bien, il y aurait une sortie anticipée. Il n'y avait pas de raison de rester là-bas. Et donc, il faut attendre quelques heures, bien sûr, voilà, d'éviter certaines choses et que le pédiatre ainsi que le médecin viennent vérifier que tout aille bien pour moi et pour le bébé. Et donc, une fois que ça c'est fait, tout va bien. Bien évidemment, tout va bien. Il n'y a pas d'autre possibilité, en tout cas pour moi. Voilà, il nous signe le papier comme quoi on décide de sortir. Et on est sorti 6 heures après. Donc, on est arrivé à 9 heures. Bébé est né à 9h58, un truc comme ça. Et 6 heures après, on était de retour à la maison sur les coups de midi, je sais plus trop, midi, début d'après-midi. Enfin, à la maison, dans le petit cocon qu'on s'était préparé, du coup, on est revenu s'installer là, autour de la piscine vide. Et là, il y avait mes copines qui étaient toutes là, du coup, parce qu'elles avaient suivi tout le truc à distance. Et du coup, elles étaient toutes là, voilà, mon papa, ma sœur, à venir au fur et à mesure, tout en me respectant, parce que voilà, j'avais préparé tout le monde aussi à ce qu'il fallait être prêt au fait que je ne voulais voir personne, éventuellement. J'avais vraiment mis tous les scénarios possibles. Donc là, c'était pas le cas. J'étais OK pour ça, et Nicolas aussi. Et donc, une par une, elles sont venues me voir, me faire un petit bisou, me donner un petit truc. Celles qui n'étaient pas déjà là, elles sont venues avec un gâteau qui correspondait bien à mon régime alimentaire. Enfin, voilà, c'était super chouette. Avec les petites lumières, pareil. On avait recréé tout ce qu'on voulait faire pour l'enfant. Comment tu ressors de cet enfantement-là?
encore plus forte, encore plus puissante, encore plus, c'est évident, enfin, pour moi, s'il y a un troisième, c'est un ANA, en fait. Enfin, clairement, là, je me suis prouvé à moi-même que tout ce qu'il y a autour, ça ne sert à rien. En ce qui me concerne, dans mon histoire, avec mon vécu, mon compagnon, etc., la femme sait faire. Enfin, clairement, la femme est faite, le corps, pour accueillir l'enfant qu'elle porte, à condition de respecter la physiologie, bien entendu, tout ce qui va avec. Est-ce qu'il y a un avant et il y a un après ces enfantements dans la personne que tu es? Euh, oui, en ce qui me concerne, je dirais que j'ai un côté maintenant euh, où je me dois de répandre la bonne parole. J'ai vraiment à cœur, et j'ai l'impression que c'est une mission de vie, de semer des graines, d'éveiller les consciences, même à des personnes qui sont pas du tout là-dedans, qui sont à l'opposé total. Le fait de dire j'ai accouché à la maison ou j'ai accouché d'un bébé en siège sans péridurale, dans une conversation complètement banale, je sais que l'information, elle est passée au niveau de son inconscient. Je sais que potentiellement, on peut le répéter à quelqu'un pour qui ça va parler pour le coup. Enfin, donc là, ma mission de vie, c'est ça. Je parle. J'en parle, j'en parle, j'en parle. Mon conjoint, pareil. Et ouais, c'est ça, c'est répandre la bonne parole. Et il y a un petit côté militant quand même aussi. Beaucoup, même, par rapport à ça. Qu'est-ce qui a, je reviens sur ton deuxième enfantement, quelles sont les clés qui l'ont rendu possible? Parce qu'il était, je pense qu'il aurait pu rapidement basculer dans de la médicalisation finalement. Mm, mm. Euh, un des points, c'est la même chose que pour le premier, c'est la conviction. Vraiment la conviction intérieure. En plus, là, j'avais des bagages que je n'avais pas pour le premier enfantement. Donc là, c'est encore plus, enfin, c'est dans mon ADN, quoi. Je sais Mm. que je sais faire. Et en plus, je l'ai déjà fait. J'ai vraiment cette foi en la force de la femme, voilà, d'enfanter, la capacité mammifère vraiment du truc. Euh, il y a aussi mon conjoint qui fait barrière, parce que bah, lui, c'est pareil, dès la première grossesse, je l'ai préparé au rôle qu'il est censé incarner. Et puis au travers des lectures, des autres papas qu'on a rencontrés, il sait comment il doit faire barrière. Donc ça me sécurise aussi beaucoup. J'ai en plus mon ami, donc j'ai deux personnes en fait qui font barrière au cas où. Et puis ils sont là à prendre soin de moi, vraiment. Il n'y a pas de faut pas boire, faut pas manger. Non, en fait, je prends ce qui est bon pour moi. Donc ça aide vraiment beaucoup. Euh, voilà. Franchement, ce qui m'a aidé pour la naissance en elle-même, c'est vraiment une conviction qui est encore beaucoup plus forte, plus profonde, et d'avoir mes deux compagnons qui remplacent mes sages-femmes en fait, hein, Ouais. enfin les sages-femmes que j'avais pour le premier. Là, j'ai l'image de, t'as vraiment emmené ton monde à la clinique en fait. Oui, Est-ce que c'est ça qui t'a permis oui. Et en plus, je filmais de... vers l'extérieur. Ouais, oui. Donc, Oui, oui, j'ai t'avais vraiment effectivement emmené. encore Ouais, ouais, plus que, ouais, t'avais ouais, vraiment tout un monde avec toi, ouais. ouais, ouais. Et c'est drôle d'ailleurs parce que j'ai filmé, vu que j'étais pas trop dans mon état normal, je sais pas trop ce que j'ai divulgué, mais ça a filmé où c'est pas moi qu'on voit sur l'écran entier, on me voit moi sur une vignette et à chaque fois qu'il y a une fille qui se connectait, il y avait sa vignette. Donc en fait, pendant tout le processus, j'ai la tête des filles, de mes copines. Donc là, quand je regarde les vidéos, j'ai pu les voir elles pendant le truc, ouais, et c'est fabuleux. Au moment où elles entendent le premier cri et tout, là, où elles pleurent, machin, elles font des grands gestes avec leurs bras, ou t'en as d'autres, elles bougent plus, enfin, et c'est trop chouette de pouvoir regarder ça après. C'est un super souvenir. Ouais, t'avais vraiment toute une communauté, t'avais tout attribué avec toi, quoi. Ouais, c'est ça. S'il y a un message que tu veux partager aux parents qui ont ce rêve-là d'enfanter
Bah, à domicile, qu'est-ce que ce serait? Euh, j'ai vraiment à cœur de leur dire que la naissance physiologique, ça ne peut que être possible dès lors que c'est physiologique. C'est travailler la confiance en soi, la confiance en son propre corps, à donner la vie, comme ça a toujours été fait depuis que le monde est monde, et que ça se fait encore dans plein d'endroits de la planète, et que c'est nous, petits pays civilisés, qui avons distordu tout ça. Ça, c'est vraiment l'accouchement physiologique, c'est la solution la plus sécure pour une maman et son bébé en termes de santé, que ce soit la santé sur l'instant présent, les hémorragies, les déchirures, etc., mais aussi pour la santé future du bébé et comment va se remettre la maman. C'est-à-dire que c'est pas juste ah j'ai peur de l'hémorragie ou il peut se passer ça ou ça va bien au-delà. En fait, on n'a aucune idée de ce que ça peut générer dans la construction du bébé, de l'enfant en devenir, tout ce qui peut se passer à ce moment-là dans un hôpital avec les manipulations, les lumières, les bruits, les trucs dans le nez, c'est complètement différent. Et pareil pour la femme. Euh, plus on respecte le fonctionnement en fait du corps physique et de l'esprit, parce que ça va avec, plus la naissance va être fluide et facile. Ça, c'est vraiment ma conviction intérieure la plus forte. Plus le bébé il va conserver son potentiel santé, la maman aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment des mots-clés ça que j'ai à cœur de transmettre. C'est le point de départ dans la vie du bébé. Donc plus il est coucouné, plus c'est doux, plus c'est apaisé, mieux ce sera. Tout ça, c'est des outils supplémentaires pour se lancer dans la vie, en fait, que ce soit sur le plan émotionnel ou physique. Et autre message, euh, le coparent ou la personne qui fait office de coparent, quand il n'y en a pas, a un rôle à jouer énorme. C'est pas juste regarder t'as mal là ou donner un verre d'eau, c'est hyper fort. Là, clairement, dans cette situation-là, euh, mon conjoint, ma copine avait était plus présente, avait plus d'importance presque dans le processus que les sages-femmes. Les sages-femmes, elles sont juste là au cas où il y a un problème. Mais en vrai, leur présence n'a pas lieu d'être quand une femme c'est faire, enfin, le corps sait faire, quand c'est respecté. C'est juste de la sécurité. Donc vraiment, le coparent, la personne qui est là pour accompagner la femme est vraiment d'une très très grande importance. Il y a un très grand rôle à jouer là-dedans. C'est pas un jeu. Euh, et la doula aussi, de fait. Pour moi, enfin, le concept de doula, c'est pareil, c'est évident. Enfin, ça s'est toujours fait comme ça. Les femmes, elles enfantent ensemble, elles enfantent avec d'autres femmes. Il y a une transmission de connaissances, d'être portée et soutenue par quelqu'un qui sait, qui a déjà fait, pas juste qui est allé à l'école et qui a appris des trucs. Elle sait que le corps sait faire. Oui, elle incarne cette conviction aussi qu'elle peut répandre au-delà d'elle, quoi. Mm, c'est Mm. ça. Et puis la doula, elle est aussi là pour accompagner l'accompagnant, le coparent, Mm. pour l'aider à prendre sa place. Parce que techniquement, s'il y a vraiment l'entité couple, euh, la doula, elle n'est pas censée prendre la place du coparent. Mm. Elle l'aide à porter, Ouais, à accompagner. ouais. Oui, être doula lui-même ou elle-même, quoi. Mm. Oui, Ouais. Merci infiniment, Élodie, bah, pour tes partages, voilà, pour toute ton expérience, ta perception et ces messages que tu nous as transmis. Je avec suis, plaisir. je suis ravie d'avoir co-créé cet épisode avec toi. Tous les liens de ton univers sont déjà dans la description sous la vidéo.
Et bah, merci pour tout. On se retrouve avec plaisir dans ton univers et dans un autre épisode de Naissance souveraine. Ça marche. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut.